On est habitué à se revoir dans les circonstances du groupe L'Enfant d'après. Et aujourd'hui, c'est des circonstances un peu spécifiques puisqu'on a décidé avec l'association Nos Petits d'Alsace de transmettre une part de nos échanges, de nos réflexions. Et donc, on est dans des circonstances où on est OK pour être en vidéo aujourd'hui. Tandis que nos groupes, habituellement, tout ce qui s'échange dans le groupe reste dans le groupe, dans la confidentialité. Aujourd'hui, il y a aussi une notion d'échange, de communication avec d'autres personnes extérieures au groupe pour témoigner de l'histoire et aussi des réflexions qui sont autour de cette grossesse après la perte d'un enfant. Donc moi je propose, comme c'est vraiment les paroles de parents, que Anne-Laure, qui est déjà dans l'association depuis plusieurs années, qui est formée, qui co-anime avec moi les groupes, veuille bien nous témoigner de la naissance de ce groupe, puisque ça fait maintenant déjà la 6e année qu'on anime ensemble ces groupes. Et c'est vraiment une spécificité, autant depuis les années 90, on avait fait les groupes de parole de parents. Et l'idée de se retrouver entre futures mamans, jeunes mamans, pour échanger autour des questions de l'enfant d'après, est assez récente et donc est née d'un questionnement très personnel. Est-ce que, alors, tu veux bien nous témoigner de ton histoire et aussi de l'histoire de ce groupe ? Je suis rentrée dans l'association en 2010 quand j'ai perdu ma première petite fille. J'avais déjà un premier garçon et j'ai perdu un autre enfant 2 ans après. Et j'ai suivi en tant que bénéficiaire les groupes de parole qui m'ont énormément aidée dans l'échange et dans le partage avec des parents qui étaient et dans la même situation que moi et des parents bénévoles qui avaient un certain recul et un certain regard aussi plus serein et plus apaisé, ce dont j'avais vraiment besoin. Et ce groupe, on s'est suivi pendant quelques mois et puis ce groupe s'est fermé, c'est-à-dire qu'on est resté vraiment les mêmes personnes afin de vraiment cheminer ensemble. Ce cheminement a eu fin. Et c'est à la fin de ce cheminement que j'ai donc perdu mon 2e enfant. Là, j'ai fait un parcours un peu plus personnel. Et puis la vie a fait qu'on a pu avoir encore un autre enfant qui est né en 2016. Et à ce moment-là, où moi je sentais que j'avais une petite réconciliation avec la vie, j'ai eu besoin de revenir vers les groupes de parole, non pas en tant que bénéficiaire, mais pour cette fois être bénévole et apporter des témoignages, une écoute aux parents qui venaient d'être vraiment touchés tout récemment par la perte d'un tout petit, qui était vraiment dans ce besoin d'échange immédiat. Donc voilà, j'ai accompagné quelques groupes de parole d'abord en tant qu'observatrice, j'ai pu suivre une formation, j'ai continué. Ces groupes de parole avaient différentes formes, soit ouverts avec des parents qui arrivaient régulièrement, chacun à son stade, et puis j'ai aussi eu l'occasion de suivre un groupe fermé de personnes qui se sont aussi suivies comme moi je l'ai fait à un moment donné. Et il y a aussi tout un cheminement et une très jolie fin, avec plein de mamans qui ont eu justement des tout petits par la suite en très bonne santé. Quand j'ai eu ma petite fille en 2016, qui va très bien, et un petit garçon encore 3 ans après qui vont très bien, je me dis qu'il y a toute une histoire qui porte quelque part déjà en eux sans savoir, et je pense que ça mérite d'être accompagné. Ils mériteront d'être accompagnés en tant que grands frères, petits frères et petites sœurs de tout petits qui ne sont pas là. Mais moi, avant de pouvoir l'accompagner, j'ai besoin moi d'être accompagnée aussi, et j'ai aussi eu besoin de partager avec des mamans qui étaient dans cette situation-là, qui attendaient un autre enfant après avoir perdu un tout petit, qui en avaient déjà accueilli un, et qui se posaient des questions de la place, de l'oubli, de ces clichés où on a l'impression de remplacer quelque chose. Et on a vraiment on a senti qu'il y avait un besoin dans mon histoire et dans quelques mamans qui étaient autour de moi à cette époque-là de ma vie. Et voilà, ce groupe L'Enfant d'après est arrivé. Un groupe peut-être un peu plus apaisé, parce qu'il y a déjà un premier deuil qui a été fait, une naissance qui arrive, donc
même s'il y a énormément d'angoisse, et c'est aussi un lieu tout à fait spécifique pour en parler, c'est aussi un lieu qui nous permet d'exprimer notre réjouissance, et comme voilà, tout ce qui se dit dans ces groupes est très personnel, ça nous permet aussi de vraiment se lâcher, si je peux me permettre. C'était vraiment une autre petite bulle qui permettait à des mamans comme moi de pouvoir accueillir un autre tout petit. Et dans le cadre de ce thème de l'enfant d'après, Mélanie, pourriez-vous nous témoigner de comment vous avez adhéré à cette idée de venir échanger avec d'autres parents sur ce questionnement? Alors, pour commencer déjà dès le départ, moi j'ai connu l'association après le décès de mon fils en 2017, Iloane, qui est décédé in utero sans explication. Et à la suite de ça, on m'avait déjà donné les informations sur les associations existantes, et notamment celle-ci sur Strasbourg. Au tout début, ça a été très compliqué pour moi. J'ai essayé de faire finalement travailler mon deuil tout seul de mon côté, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis très vite rapprochée de l'association. Et donc j'ai débuté sur des groupes ouverts, où j'ai rencontré pas mal de parents qui ont vécu le même drame que moi. Et à la suite de ça, comme l'a expliqué Anne-Laure, j'ai également intégré les groupes fermés, ce qui m'a permis de cheminer davantage sur cette question du deuil et de l'après. Et à l'époque, pour ces groupes-là, j'étais avec le papa d'Iloane, avec qui je ne suis plus actuellement, et donc Maya et la demi-sœur d'Iloane, puisqu'on s'est reconstruit également différemment finalement dans toute cette histoire-là, que ce soit le papa d'Iloane et moi-même. Et lorsque on a su que Maya allait arriver, j'ai eu l'envie aussi de pouvoir échanger avec d'autres mamans qui avaient vécu ces deuils, qui avaient vécu ces pertes, et surtout de savoir comment ça se passait quand on attendait un autre enfant. Effectivement, pour moi, il y avait beaucoup de choses qui se chamboulaient dans mon esprit, et notamment de savoir quelle place j'allais laisser à mon fils, quelle place j'allais donner à Maya, et quelle place je m'autorisais aussi à avoir, quelle identité j'allais avoir après tout ça, puisque de maman, même si j'aime pas trop le terme, j'allais passer cette fois-ci à maman, et pour moi c'était très compliqué finalement comme cheminement aussi à faire. Au-delà du travail du deuil, au-delà de la grossesse qui était très angoissante, il y avait aussi toute cette question identitaire sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. Voilà, ce qui m'a amené plus ou moins, on va dire, à venir sur ces groupes-là de l'enfant d'après. Ouais. On entend bien cette question de la place, et la place pour vous, la place pour l'enfant, la place de l'enfant qui n'est pas là, ou les enfants qui sont disparus. C'est très fort de pouvoir sentir les mouvements de vie, les mouvements de génération, tout en respectant la place de chacun et de se retrouver. Et vous, Marilyn, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous exposer votre cheminement par rapport à ces places-là? Oui, c'est compliqué, mais oui. Je peux expliquer. Alors moi, du coup, l'association, je l'ai connue après avoir fait l'interruption médicale de grossesse en 2018 pour Arthur, donc après mon fils Logan. Et j'ai pas éprouvé le besoin dans un premier temps de venir. J'avais déjà un suivi psychologique parce qu'en 2013 j'avais fait une fausse couche à 3 mois, et du coup j'ai continué à avoir ma psy pour pouvoir me remettre de cette expérience. En 2019 on a décidé de retenter l'aventure, et cette fois-ci c'est une mort in utero. Fin de 3e mois, début 4e mois du petit Evan, et là je me suis dit que je n'arriverais pas à me relever juste avec un soin, avec un suivi individuel. Donc c'est là que je suis venue à l'association, directement dans l'enfant d'après. J'ai pas fait les groupes du soir, les groupes ouverts, parce que c'est pas ce qui m'intéressait. Je voulais voir la lumière au bout du tunnel, je voulais voir des gens qui voyaient la lumière, parce que moi je la voyais pas, et j'avais besoin d'être accompagnée de personnes qui, elles, étaient déjà au terme de leur cheminement, même si moi,
Je savais que je voulais un autre enfant, c'était, voilà, mais j'étais un peu au bout j'étais vraiment trop affectée pour avoir en plus ceux qui venaient de vivre la même expérience. J'avais envie de voir ceux qui étaient au bout. Donc c'est pour ça que j'ai intégré ce groupe-là. Ensuite, je suis retombée enceinte en 2020 et puis là, ça a été encore une fausse couche, mais une fausse couche précoce. Et là, 6e grossesse qui enfin se déroule bien. Et du coup, je me suis fait la réflexion que je n'ai que des enfants d'après, puisque Logan est déjà un enfant d'après et que ces deux-là seront aussi des enfants d'après. Ce qui est très compliqué pour moi, c'est quand Logan il met tous ses frères et sœurs au même niveau, ce qui n'est pas mon cas à moi, parce que ceux qui sont issus des fausses couches, pour moi, n'ont pas du tout le même statut que ceux que j'ai pu avoir ici au CHU, Arthur et Evan, qui sont dans le livret de famille et qui sont pour moi mes bébés, mes fils, alors que les autres, non. Et c'est vrai que pour Logan, des fois, il me dit « Mais maman, on n'a pas fêté l'anniversaire de Camille ?» Et je fais « Oui !» Mais c'est parce que, voilà, c'était une fausse couche, je ne vois pas les choses de la même façon. Donc c'est vrai qu'il faut que je travaille ça aussi avec lui. Et il a tout à fait raison. Il a une fratrie assez large en fait. Et il faut que je travaille ça aussi. C'est vrai que c'est maman qui grandit, qui me pose des questions aussi que je ne m'étais pas forcément posée sur la place de chacun de ces bébés qui sont décédés. C'est ça, là on accueille des mamans qui ont des tout petits. Et maintenant, moi j'ai un tout petit peu plus de recul. Et ma petite Hortense qui a 4 ans et demi, 5 ans, qui vient avec des questions liées justement à ses sœurs. Et donc cet accompagnement des mamans d'après, il est maintenant comme il peut être pendant plusieurs années. Et puis du coup, on extrapole et on se dit, mais il y a aussi l'enfant d'avant des fois, et qui a aussi beaucoup d'interrogations. Et en fait, toutes ces approches, alors là je vais un peu plus loin, mais on parle aussi de groupe pour les fratries, hein. On se rend compte que finalement la question du deuil dans la main d'un tout petit, elle ne tient pas compte que de ce couple, mais d'un sens bien plus large. Et parce que c'est aussi la période qui nous autorise à réfléchir et à penser à tout ça, ce qui n'était pas le cas, je pense, encore il y a 10 ans. Mais c'est vrai que les questions viennent maintenant et du coup, la mort pour ces enfants de 4-5 ans qui le vivent de toute façon dans leur développement naturel, elle est un tout petit peu plus complexe. Et voilà, moi je sais que j'étais malade ce week-end et j'ai suis affalée dans un canapé très très mal. Et Hortense, elle est venue à un moment donné toute blanche vers moi, elle me dit « Maman, tu es morte ?» Et parce qu'elle sait ce que c'est dans le sens où on parle de la mort et de ces petites sœurs qui ne sont pas et qu'elle ne verra jamais, mais qu'elle en a ressenti quand même l'existence à travers nos mots. Et du coup, je pense qu'elle a tout de suite fait un lien en disant voilà, la mort, c'est plus, je ne vois pas, je le sais. Donc elle a fait un transfert sur moi et je me suis dit elle mérite vraiment d'être accompagnée. Enfin, tous ces mots-là méritent vraiment de ne pas être pris à la légère parce que ça fait double sens chez eux, je pense. Et en entendant sur les remarques de vos enfants respectifs, ça nous enseigne aussi la richesse des représentations qu'ils ont, qui sont complètement singulières, puisque il y a une représentation différente de ce qu'est l'enfant qui n'a pas pu se développer ou qui n'a pas pu vivre. Et je trouve que ça ouvre aussi la richesse de ne pas avoir une idée trop fermée, ce dont se plaignent souvent les parents qui ont perdu un enfant, que la représentation qu'a la famille est assez binaire. Bon, maintenant tu es jeune, tu peux avoir d'autres enfants, il n'est pas là, c'est un autre enfant. Voilà, c'est ça. Il faut passer à autre chose et puis aller de l'avant. Ouais. Alors que dans l'enfant d'après, forcément, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a envie de se ressouvenir des enfants qui n'ont pas pu être dans le foyer, qui n'ont pas pu vivre, parce que quelquefois on redoute tellement d'être dans l'enfant de remplacement qu'on s'auto-censure. Mais dans les fratries, tu cherches des ressemblances envers tes enfants qui sont vivants aussi. Hein? Oui. Et puis,
là, comme dit, nous, c'est toute notre famille et famille aussi un peu plus éloignée qui a grandi. Et là où on pensait que personne ne parlait de nos enfants, je sens que finalement, même ses cousins, ses cousines, ils sont aussi finalement quelque part concernés parce que ils attrapent des fois une petite perche quand je peux les évoquer et c'est eux qui viennent maintenant poser des questions. Donc je pense que leurs parents leur ont parlé et voilà, là où nous on n'avait pas le droit de savoir, il fallait surtout pas... Je pense qu'eux ont leur propre propos, leur propre discours, leur propre échange et finalement nos petits qui sont pas là, je me rends compte qu'ils ont marqué bien plus que notre couple et la fratrie et la famille éloignée. Et c'est aussi important que du coup nos propres enfants, dans leurs propos qu'ils peuvent tenir, soit d'autres enfants, soit d'autres personnes, soient vraiment considérés comme, surtout pas considérés comme des fabulateurs. Je crois que c'est très très important. Si Hortense peut dire à quelqu'un, moi j'ai 4 frères et sœurs, ben non, tu n'en as que 2, un grand... Non, j'ai aussi 2 petites sœurs ou 2 grandes sœurs, elles ne sont pas là. Et c'est important pour moi et pour elle, de toute façon, dans sa construction, qu'on puisse vraiment la considérer telle qu'elle. Après, elle passe à autre chose, hein, ça ne définit pas leur vie non plus. Et c'est important que ce soit signifié, je pense, et que ça puisse après... et que ça, voilà, ça fasse pas des petits nœuds un petit peu dans leur cheminement, dans leur représentation, des petites choses qui coincent, et après des amalgames inquiétants ou pas sereins. Après, la limite, c'est... La question, c'est de trouver la limite. Qu'est-ce qu'on peut dire et où est-ce qu'il ne faut pas trop aller. Je pense qu'il ne faut pas non plus rester dans un... Moi, j'ai culpabilisé par rapport à mon aîné, je pensais qu'on lui avait trop parlé de ses petites sœurs en même temps. Et je me dis, il faut réussir à doser et que ça reste, puisse cheminer comme des enfants tout à fait naturels. C'est une petite spécificité. Peut-être s'adapter aux demandes aussi qu'ils peuvent avoir selon chacun. Est-ce que parmi tes enfants, ils ont les mêmes besoins, les mêmes envies d'en parler ou ça dépend de chacun? Alors c'est différent parce que pour le moment, j'ai 3 enfants à la maison, il n'y en a que 2 qui sont à même d'en parler parce que le petit dernier n'a pas encore 2 ans. Mais le premier, lui, il était là avant et il a vécu tout ça. Il a vécu notre chagrin, il a vécu notre... Pour Hortense, je me suis dit c'est important de lui en parler parce que c'est son histoire. Mais en même temps, des fois, moi qui ai quand même beaucoup avancé et gagné en sérénité, j'ai l'impression que ça fait du réchauffé. Et je me dis, il faut quand même que j'y mette un minimum de sens et de gravité pour que... elle l'intègre et je me dis qu'il y aura encore ce travail encore à faire, mais peut-être différemment avec Paulin, parce que oui, maintenant je viens pas tous les soirs pour raconter l'histoire de la famille avec Hortense, maintenant qu'elle est un peu au courant, c'est elle qui vient au fur et à mesure de ce qu'elle peut croiser, avec une petite question, un petit raisonnement, une petite phrase, hein, c'est même pas qu'elle se fait, et que je recueille et que je... Voilà. Bon, ben, elle en est là. C'est bien. Et ça va encore évoluer au fur et à mesure. Et l'association a aussi pour fonction de sensibiliser les professionnels à l'accompagnement du deuil périnatal. Et il y a des questions qui viennent tant de la part des étudiants infirmières, infirmiers, des étudiants sages-femmes, des étudiants de médecine, de trouver le juste mot. Est-ce que vous, par rapport à l'accompagnement, l'attitude, vous auriez des pistes à recommander à des professionnels ou des futurs professionnels sur une attitude qui vous a personnellement été positive, personnellement été moins adaptée? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous aimeriez pouvoir leur transmettre? Je pense que... Alors, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait leur transmettre, mais ça fait référence, en fait, il n'y a pas très longtemps, j'avais rendez-vous chez la kiné pour Maya, et en ouvrant le carnet de santé, il est noté qu'elle a un grand frère. Et elle s'est questionnée, quel âge il a? J'ai dû expliquer, il est décédé, Maya ne l'a pas connu, ne le connaîtra jamais. Et cette kiné m'a dit, on doit souvent vous poser la question que ça doit être pénible. Et en fait, non. J'ai dû lui expliquer que non, c'est pas pénible d'en parler, de parler de mon fils, parce qu'il a existé, même si c'était qu'au travers de mon ventre, et il aura son existence
propre. Et Maya va grandir avec l'idée et avec avec l'idée de cette famille qui finalement avait déjà débuté avant elle. Elle a un grand frère, elle a toute une histoire qui a débuté avant qu'elle arrive. Et donc ça, je l'ai expliqué à la kiné. Et je pense que finalement, c'est ça. Il faudrait, entre autres, que les professionnels puissent avoir conscience, c'est que c'est pas tabou. C'est des choses qui sont importantes pour les parents, et c'est surtout très important d'en parler et de l'évoquer de manière tout à fait apaisée. On n'est pas obligé d'en pleurer à chaque fois. On n'est pas obligé non plus de vite esquiver le sujet parce qu'on est mal à l'aise. Je pense qu'il faut prendre cette histoire comme elle vient, en fait, tout simplement, et ne pas se sentir tellement gêné ou de se dire, de penser que le parent en face, il va s'effondrer parce qu'on en parle. Et je pense que ça aide beaucoup. Oui, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que ça résonne, Marilyn, dans votre rapport aux professionnels? Oui, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu gênés d'en parler, alors que moi ça va, je ne m'effondre plus en larmes, donc c'est bon, je peux en parler maintenant. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, on va dire, moi, c'est plutôt la franchise, d'annoncer les choses clairement. Moi, quand on m'a dit que Evan était, on m'a dit le cœur du bébé s'est arrêté. Alors c'est très très brutal comme nouvelle, mais il n'y a pas de façon d'annoncer doucement que l'enfant il est mort. Voilà, la gynéco m'a annoncé ça et puis elle s'est tue, elle a juste posé une main sur moi et voilà, je me suis effondrée complètement, mais ça m'a fait beaucoup de bien qu'elle ne dise rien d'autre, pas un truc genre elle était désolée, je l'ai senti dans sa voix, j'ai vu à sa tête qu'elle était vraiment très très désolée, surtout que c'était elle qui m'avait annoncé les malformations d'Arthur l'année d'avant, donc et ça a été quelque chose de... Son silence a été englobant et sécurisant en fait, parce qu'elle m'a laissé intégrer la nouvelle et elle m'a pas vaccinée avec un tas de trucs que j'aurais pas été prête à entendre de toutes les façons. Alors que l'année d'avant, la sage-femme qui m'avait auscultée pour Arthur, elle m'avait juste dit on va devoir passer par en bas, déshabillez-vous, on va refaire une écho, je vais appeler le médecin. Et là, j'étais dans une angoisse folle, je me suis dit, si la sage-femme appelle le médecin, c'est qu'il y a un problème quelque part, et je ne comprends pas pourquoi elle ne me dit rien du tout. Et c'était ce médecin-là qui est arrivé et qui m'a tout de suite dit, voilà, votre enfant, il a 2 mains hautes, et voilà. Et c'est une attitude que j'ai beaucoup appréciée chez cette gynécologue, c'est que voilà, elle ne tournait pas autour du pot, elle me disait les choses très clairement. Parce que après, moi, j'apprécie aussi qu'on soit très clair, parce que j'aime pas réfléchir quand on me dit quelque chose. Je veux pas avoir à interpréter, donc c'était très clair. Et elle savait se taire au moment où il fallait se taire pour qu'on l'intègre et qu'on digère la nouvelle et qu'ensuite on puisse poser les questions. Voilà. Elle s'est pas précipitée en me disant que c'était pas... D'ailleurs, on n'avait même pas parlé d'interruption médicale de grossesse au départ parce qu'elle voulait vraiment que je prenne le temps, qu'on prenne le temps d'assimiler ce qu'elle venait de nous dire et tout. Ça, je crois que les professionnels pourraient se former là-dessus, mais vraiment dire ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de façon douce d'annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Et de savoir écouter et se taire et pas remplir la tête parce que... voilà. Et avoir un contact physique aussi, c'est vrai que ça aide beaucoup. Même si c'était juste une main qu'elle m'avait posée, mais ça m'a beaucoup aidé. C'était une marque d'empathie, C'est ça. Tout en respectant, ne donnant pas son interprétation ou son ressenti, mais ce silence qui a été posé a été chargé de son attention, et ça vous l'avez ressenti. Ça, c'est effectivement important à redire aux professionnels qui peuvent être mal à l'aise, de même qu'entendre qu'évoquer la fratrie n'est pas dérangeant, au contraire, c'est une occasion. On travaille aussi avec des chargés d'intervention sociale qui veulent savoir si c'est pesant d'en reparler, si ça fait partie de l'histoire. Et c'est riche de pouvoir avoir vos témoignages dans les groupes pour rassurer aussi les personnels qui seront rencontrés pour des questions quelquefois plus administratives. Et ça fait partie aussi de la vie. Ouais. Complètement.
Moi, j'attendrais de leur part qu'ils aient vraiment une liberté. Après, nous, en tant que parents, on peut dire non, là, je n'ai pas forcément envie de l'évoquer, mais ça ne sera jamais quelque chose d'agressif ou de virulent. C'est non, là, c'est peut-être pas le moment. Mais la plupart du temps, on est bien content que ce soit un tout petit peu évoqué. Au contraire, c'est de les sentir évoqués, même d'un point de vue administratif, même pour une carte de fidélité. Des fois, on n'a pas vraiment envie d'écrire leur nom, des choses toutes bêtes. Je trouve que il y a même quelque chose de pétillant, on arrive malgré tout à les faire vivre autrement, c'est vraiment une façon autre, et ça fait du bien. Alors des fois oui, oublier le négatif, soit le silence, soit un peu plus de légèreté, ça peut faire du bien, une liberté dans les mots et voilà. Et aujourd'hui, Maya, elle sait quelque chose de la rencontre? Oui, alors on se parle beaucoup, c'est souvent un sens unique, hein, mais oui, alors surtout moi, je verbalise beaucoup par rapport à l'histoire, par rapport au fait qu'il y ait eu des groupes de parole, qu'il y en ait encore, qu'il y en ait eu pendant qu'elle était dans mon ventre et après. Et donc oui, c'est important, même si on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent percevoir, comprendre et cet âge-là, mais pour autant, oui, elle le sait, et on espère bientôt voir d'autres petits bébés du groupe pour qu'elle puisse se rencontrer bientôt. Peut-être, j'espère. Hein? Bah oui, bon, bah, elle est un petit peu soufflée quand même. Hein. Bah oui, et oui. Donc oui, c'est très important de pouvoir verbaliser tout ça, et même pour son papa, qui lui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, hein, c'est son première enfance et sa première fille. Iloane, il l'a connue qu'au travers de ce que je lui ai raconté, et il essaye d'être attentif. C'est sûr qu'il ne va pas forcément toujours en parler, mais il est attentif, et il sait que très régulièrement on ira au cimetière pour rendre visite à Iloane. Il sait qu'il faudra parler de son frère, donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré finalement dans le quotidien. Merci. Est-ce qu'alors, par rapport à l'expérience, les années d'expérience du groupe, tu trouves que cette liberté de parole et cette capacité de parler aux enfants, elle te semble plus fluide aujourd'hui que ce qu'on a connu dans les débuts? Est-ce que tu repères une évolution, soit par rapport à la fratrie, et est-ce que tu es contente s'il y a un cheminement, puisque là on est ensemble dans un projet de créer un groupe pour les fratries? Est-ce que tu sens qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qui est en mouvement? Alors c'est presque drôle parce que je sais que mon aîné finalement qui m'a vu depuis qu'il est petit, on va au groupe de parole, enfin moi j'y vais, avant j'y allais avec son papa, depuis que j'ai fait ce cheminement en tant que bénévole, j'y vais régulièrement seule. Et un jour je lui ai dit, il y aura peut-être des groupes pour les frères et sœurs de ces tout petits qui sont partis. Ah mais moi je vais y aller. Je pense il sait que c'est quelque chose de très présent dans ma vie, et forcément il aurait bien eu envie aussi d'avoir une place, et je trouve que c'est chouette que ça vienne de lui. Alors maintenant elle n'est pas s'il est dans d'autres préoccupations, mais peut-être parce qu'après il faut que ce soit aussi ciblé en fonction de l'âge et de ce qu'ils peuvent dire. Je trouve que c'est des groupes aussi très délicats à accompagner, qu'il faut vraiment une formation tout à fait spécifique, et parce qu'il faut qu'aucun ne puisse être ni heurté ou chamboulé dans ce qu'il a été dit, ni par un autre, ni par un professionnel. Mais je pense de toute façon, de la même façon que nous on essaye de libérer notre parole, qu'on essaye de sensibiliser les professionnels, c'est la même chose aussi au niveau des enfants qui finalement sont toujours autour de nous et qui écoutent tout ce qui se passe. Et je pense que cette liberté-là, forcément, elle a un impact sur eux. Moi, je vois aussi qu'en 10 ans, il y a aussi eu une évolution dans le témoignage des parents qui ont eu des difficultés au départ avec leur famille, avec leur monde médical. Et puis finalement, je trouve que tout ça s'est quand même beaucoup apaisé. Mais ça n'empêche, au dernier groupe ouvert auquel j'ai assisté, j'ai ressenti de nouveau ces réticences dans les familles, et je me dis donc c'est un travail qui ne s'arrête jamais et qui faut à tout prix perpétuer. Là aujourd'hui
puis dans cette rencontre, j'aurais aimé aussi qu'on échange sur un thème sur quelle a été votre expérience lors de cette pandémie avec la coronavirus et avec toutes les conséquences d'isolement, de précaution, de peur peut-être. Comment chacune avez-vous vécu cette période? Je me lance alors. L'année dernière, en plein confinement, j'ai fait ma fausse couche et ça a été assez difficile parce que du coup, quand il y avait, j'étais seule chez moi, je travaillais, j'étais en télétravail, comme j'étais en télétravail, j'ai même pas pris d'arrêt de travail. Je me suis dit, en fait, je suis à la maison, donc je peux pleurer tout mon sou derrière le clavier, c'est pas grave. Donc je l'ai pas vécu de la même façon que mes deuils précédents. Après, je crois que c'était un gros coup de massue sur la tête aussi. Et ce qui m'a le plus manqué, c'était la possibilité de sortir, me changer un peu les idées, parce que c'était le confinement, on pouvait pas faire grand chose. Et les rares fois où je sortais avec Logan parce que c'était une pile électrique dans l'appartement, donc il fallait bien sortir. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de moments, ça a été difficile parce que j'ai pas eu beaucoup de moments seuls pour moi, pour me recentrer et pour avancer. Après la grossesse, là, puisqu'on est toujours en période Covid, je crois que les grosses interrogations, ça avait été autour du vaccin voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai tellement peur de prendre un risque qui est supplémentaire que je vais ne pas me faire vacciner. Et je me dis, maintenant, je vais avoir des contraintes que je n'aurais pas eu si j'étais vaccinée, mais tant pis. C'est bon, ça arrive en fin de grossesse, donc je vais gérer. Mais j'ai mieux vécu, on va dire, cette grossesse-là que l'autre qui se passait à une période où c'était un confinement assez dur et très très isolant. Là maintenant ça va, on peut quand même sortir même s'il y a des restrictions et tout ça, mais c'est plus ouvert. Et le fait d'avoir eu les groupes, même si c'était à distance, ça me permettait d'avoir une petite bulle dans ma journée de télétravail, de mettre off et d'avoir quelque chose pour parler de mes bébés qui étaient décédés et de ceux qui allaient arriver. Donc ça m'a fait du bien d'avoir quand même le groupe. En plus, pour le coup, comme ça avait été fait tous les mois, au lieu de tous les 2 mois en présentiel comme c'était au départ, j'ai trouvé que c'était un bon rythme à distance de l'avoir tous les mois. C'était moins angoissant quand j'ai appris cette dernière grossesse. Je me suis dit, je ne tiendrai pas si c'est tous les 2 mois alors qu'on est en plein Covid et que je ne peux pas sortir comme je veux. Donc oui, ça a vraiment été bien. Merci. Mélanie, l'accouchement était dans la période de pandémie. Oui, la grossesse aussi. Alors même s'il y avait moins de restrictions à ce moment-là, c'est vrai que pour moi ça a été aussi une angoisse, notamment liée au vaccin, parce qu'en plus c'était au tout début, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Au début de ma grossesse, il n'y avait pas vraiment de vaccin. C'est vraiment à la fin que ça arrivait. J'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner jusqu'à après l'accouchement. Et c'est un peu angoissant le fait d'être, de se restreindre finalement, parce que c'est vrai que ma grossesse n'a pas toujours été facile, j'étais assez malade à certains moments, mais d'être isolée, de ne pas pouvoir voir autant qu'on aimerait les personnes, les proches, les amis, la famille, ça a été effectivement un petit peu compliqué. En revanche, par rapport à l'accouchement en soi, j'ai trouvé ça bien, les restrictions. Puisque sur les 5 jours qu'on est resté à la maternité avec le papa et avec Maya, on n'a pas eu de visite et j'ai trouvé ça plutôt positif dans le sens où mon accouchement s'est bien passé, mais les suites ont été un petit peu difficiles et je ne me voyais pas recevoir du monde en fait à la maternité, surtout avec le contexte qu'il y avait, le passage, il y a beaucoup d'allers-retours. Pour moi, ça a été plutôt rassurant de me retrouver dans ce petit cocon. Et donc de profiter, si on peut dire, des 5 jours à la maternité. Donc voilà. Après, ça a été encore un petit peu difficile parce qu'on est toujours dans ce contexte-là. On se limite beaucoup. C'est sûr que je ne vais pas aller faire mes courses, encore moins avec Maya. J'essaye de restreindre. C'est souvent le papa qui va faire
le maximum en fait à ce niveau-là. Les balades, on essaye de les faire en plein air et de rencontrer le moins de monde possible. Donc quand on est dans les parcs, on essaye de prendre les chemins où il y a des personnes. Donc c'est des contraintes, mais on s'est adapté. Donc finalement, oui, le Covid, au tout début, avec cette pandémie, ça a été compliqué parce qu'il y a eu tout l'isolement que ça impliquait. Mais par la suite, on s'est finalement habitué, on a trouvé d'autres façons de faire et aujourd'hui ça se passe bien. Aujourd'hui je suis vaccinée aussi, donc il y a des choses qui vont pouvoir peut-être se décanter, on va dire, sur le quotidien de tout le monde et le nôtre en même temps. Donc on verra. On a en effet eu beaucoup de retours plutôt positifs, d'expériences d'être avec l'enfant, de récupérer de l'accouchement. Ces aspects-là ont pris le dessus sur le fait des contraintes dans les échos des jeunes parents. Est-ce que dans les groupes, il y a eu des parents qui ont perdu un bébé et qui ont souffert de l'isolement? Alors, je sais qu'au tout début, quand on a eu le premier confinement très brutal, on a aussi arrêté les groupes de parents, on était un peu dépourvus. C'est posé la question de la visio, après c'était aussi très personnel, personne n'était très à l'aise sur le site de Strasbourg en tout cas, et donc on n'en a pas fait. Et puis arrive janvier, je crois, de l'année d'avant, 2020, et là on a... Je ne suis plus trop au clair. En tout cas, à un moment donné, on a eu un petit trou, on a pu refaire un groupe en présentiel. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de nouveaux parents. On se dit, mais ils étaient où et qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on en a laissé tellement sur le bord du chemin en n'étant pas là, en visio? Donc finalement, quand on a de nouveau eu des nouvelles contraintes qui ne nous permettaient plus de faire du présentiel, on s'est dit, là, on ne peut plus. Il faut qu'on fasse visio. Et on en a même à un moment donné intensifié. C'est pour ça qu'on l'a fait tous les mois. Et je trouve que c'est un très bon retour de ta part de se dire que ça n'a pas été de trop et ça a été vraiment bénéfique. Également sur les groupes ouverts. Et là, on a eu l'occasion de refaire un groupe en présentiel il n'y a pas longtemps avec un groupe ouvert. Et on avait des parents qui étaient à la fois en visio et puis des nouveaux qui... Voilà, on se dit, ça ne s'arrête jamais. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter à ce que le Covid veut bien nous laisser faire et dépasser les contraintes matérielles pour vraiment rester dans l'accueil. Et voilà, à un moment donné, on avait vraiment l'impression d'en oublier, de ne pas pouvoir être là suffisamment. Et donc voilà, on a réussi à redresser un petit peu et je trouve que ça a été très très bénéfique. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est comme une inertie à un moment. Il y avait étrangement peu de demandes, comme si les gens étaient un peu interdits et ne savaient même pas ce qu'ils pouvaient se tourner vers quelqu'un. Et au sein de l'association, on se demandait, mais est-ce que c'est un mouvement général où les gens sont un peu perdus et n'ont pas l'élan de chercher des ressources ou des accompagnements, et vraiment une inertie qu'on a pu observer effectivement, et après la familiarisation avec les visios a aidé à remettre un peu de mouvement, un peu de rencontre.